Nous sommes à Compan, nous allons voir le maire Joël Marion qui a fêté ses 15 ans de mandature en plusieurs mandats de maire. Il va nous expliquer ce que ça représente pour lui, les actions qu'il a menées. Rendez-vous en mairie. Joël Marion, alors bonjour. Aujourd'hui, on va parler de vos 15 ans de mandat de maire, ou de mandature de maire, parce que 15 ans, voilà, il y a eu des mandatures successives, bien sûr. Peut-être un bilan, d'une part, et puis voir un peu vers le futur aussi. Bien sûr. Comment ça va se passer. Tout ça, vous allez nous raconter tout ça en sachant que vous avez fait participer les habitants à la fête de ces 15 ans de mandat de maire. Oui. Voilà. Allez-y, vous avez la parole. Je vous remercie de me la donner. Les maires ont si peu la parole dans ce pays. Non, ce que je voudrais simplement dire, c'est que on a fêté les 15 ans parce qu'il me semblait naturel de le faire pour les équipes municipales qui ont travaillé avec moi, qui ont été diverses, et qui ont chaque personne apporté sa pierre dans le beau jardin de la commune de Compan. Ça a été l'objet de cette initiative, sachant qu'évidemment, avec la nouvelle équipe depuis 3 ans, nous faisons beaucoup de choses en prolongement d'un mandat issu d'il y a 15 ans et qui s'est inscrit immédiatement dans le prolongement des anciens maires qui réalisaient et amélioraient les services de la commune. Est-ce que vous avez l'impression dans votre mandat, dans vos mandats successifs, d'avoir mis un esprit politique dans votre manière de gérer les affaires communales? Alors, oui et non. Je suis membre du Parti communiste français à titre personnel. Je n'ai jamais présenté une équipe municipale à ce titre, mais j'ai conduit une équipe municipale à cette destinée en lien avec des engagements, je dirais, sur des valeurs sociales et progressives importantes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai construit mes équipes et que j'ai réalisé avec eux les différents projets et stratégies. Donc oui et non. On dira plus, pas au nom d'une étiquette, mais au nom, oui, d'une action portée par des valeurs que nous défendons. En premier lieu, donc, vous citez les valeurs sociales. Quelles sont-elles ? Alors ces valeurs sociales sont évidemment, on n'a pas inventé la poudre, hein, nous prenons en compte la situation sociale de l'ensemble de nos habitants, tout en ne rejetons pas, si je dirais par artifice, je dirais administratif, les populations plus aisées. Nous n'avons pas mis un quotient familial sur toutes nos initiatives ou toutes prestations servies. Nous l'avons fait pour certaines qui ont une caractéristique, je dirais, vraiment sociale. On le fait pour notamment des accompagnements individuels dans le cadre de notre action du CCAS sur des soutiens financiers importants. Mais alors comme quoi, par exemple, pour payer la cantine, pour aider à payer la cantine scolaire? Oui, bien que nous avons mis en place un système plutôt favorable pour tout le monde, quelles que soient les bourses, puisqu'aujourd'hui, tout le monde paye 1 € la cantine à Compan, ce qui, à mon sens, est plutôt favorable. C'est une démarche sociale pour C'est tout le monde. C'est une démarche sociale pour toutes les familles, quelles que soient les bourses. Mais nous avons aussi, pour ceux qui sont vraiment en très grande difficulté, un accompagnement particulier qui, lui, prend appui, évidemment, sur la ressource de la famille. D'accord. Donc, alors, par exemple, ça peut être quoi cet accompagnement? Ça peut concerner quoi? Alors, nous accompagnons les familles sur les problèmes d'endettement, hein, qu'on soit clair, en règle générale. Notre action. Sur une maison Alors, plus pour... oui, il y a des familles en rupture, ça nous est arrivé, qui, par explosion familiale,
qu'on rencontre de plus en plus. Les divorces. Divorces, séparations, conduisent à ce que des femmes, souvent, se retrouvent seules avec des enfants et sont face à un surendettement inextricable. Là, c'est notre boulot, on rentre dedans. Il faut que les gens, il faut que vous soyez au courant quand même, il faut qu'ils viennent se signaler. Évidemment, mais j'ai un CCAS qui est très très bien et qui veille, y compris à découvrir les situations et à rencontrer les personnes sans avoir été forcément sollicités. Nous allons à la rencontre des gens. Oui, parce que c'est difficile pour les gens de venir dire « je suis très pauvre, j'ai un problème ». Quand on avait les moyens, qu'on faisait face à tout et qu'on vivait bien, il est difficile, en l'espace de 2 ans, de se retrouver dans une situation où il n'y a plus rien qui va. Vous parlez pour les particuliers, là. Pour des particuliers. Et se tourner alors face à l'action sociale de la ville, alors que on n'en a jamais eu besoin et que on ne savait même pas qu'elle existait. Oui. Voilà. C'est toujours compliqué. Et ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Est-ce que au bout de 15 ans de fonction de maire, c'est ça qui ressort le plus dans votre esprit? Non. Alors qu'est-ce que c'est? Je dirais que non, parce que nous avons la chance dans ce village d'avoir finalement c'est vrai que nous soutenons dès le départ les situations difficiles. Donc en fait, on ne laisse pas des gens s'enterrer. Donc nous n'avons pas de famille enterrée. Vous comprenez? Ça reste pas des histoires tristes. Non. Et nous n'avons pas de SDF, nous n'avons pas... on a cette chance dans un village comme le nôtre d'avoir des familles qu'on aide, des individus, mais nous n'avons pas de situation inextricable, impossible, ou à se battre contre des expulsions, etc. Nous sommes toujours en amont de tout ça. Donc, évidemment, c'est pas ce que je vais retenir comme élément moteur de mon engagement. Non, ce que je retiendrai plus, c'est tous les services que nous avons pu proposer aux familles, aux jeunes, que nous avons mis en place depuis 15 ans, et qui permettent, même si aujourd'hui beaucoup ne se rendent plus compte, que ce n'est pas obligatoire et que c'est pas un dû. Malheureusement, il faut toujours rappeler les choses, mais c'est tout ce que nous avons mis en place qui aujourd'hui est essentiel dans la vie de tout le monde, alors que seule la commune l'a fait, quoi. Alors, comme quoi? Alors, je pourrais en prendre plein. L'accompagnement des jeunes dans l'aide au permis. Nous dépensons 1 000 € par personne, avec en contrepartie d'heures d'effectuer pour la ville en travaux d'intérêt généraux. Il y a plusieurs années, ça date. Ça fait des années que nous l'avons mis en place. De la même façon, nous avons mis en place des aides pour le vélo. Dès le départ, nous avons créé une aide de 500 € avec un plafonnement sur l'achat d'un vélo. C'est-à-dire que les gens achètent un vélo électrique et ils se font rembourser ils se par la font commune. rembourser par la ville. On leur demande de fournir un certain nombre de documents, des aides éventuelles qu'ils ont pu obtenir, et nous faisons les compléments. De la même manière, nous accompagnons les personnes à domicile dans les accompagnements par exemple, pour les familles qui ont des jeunes enfants en garde. Nous accompagnons de 100 € chaque enfant. C'est un chèque CESU que les familles viennent chercher au CCAS. Ça permet de payer la nounou ou Voilà, ça crèche. permet de payer la structure d'accueil aujourd'hui. De la même manière, pour les personnes de plus de 65 ans qui ont besoin des aides à domicile, jardinage, travaux, repassage, et qui ont des difficultés de santé, nous accompagnons d'un chèque de 50 € en CESU chaque mois. Chaque mois. Chaque mois. Et donc souvent ils achètent 100 € un CESU, on leur donne 100 € de CESU, ils nous donnent 50 € et ils peuvent déduire 70%, je crois, des 50% qu'ils ont payés à la commune. Donc à la finale, un chèque CESU de 100 € leur revient à 20 €.
Est-ce que dans toutes ces mesures-là, d'après vous, puisque bon, il y a vraiment un recul sur de nombreuses années, les habitants se servent suffisamment de ces services que vous leur proposez? Oui, parce qu'on leur rappelle régulièrement. On leur rappelle régulièrement qu'ils ont des avantages et que pour en bénéficier, ils doivent se tourner vers tel et tel service. On le fait, on a une communication de premier niveau, qui a d'ailleurs été nominée des 2 arrobases lors du dernier forum des associations numérisées. En ville Internet. À Ville Internet, qui avait lieu dans le sud de la France. Donc nous concourons maintenant pour le 3e arrobase. Comme Compan est un village très fleuri, très joli, pour les gens qui le connaissent. D'ailleurs, vous avez des fleurs. Oui, nous avons 3 fleurs et nous concourons à l'élaboration de tout ce qui va avec pour obtenir la 4e fleur. Et ainsi de suite, nous poursuivons notre petit chemin en essayant toujours d'aller plus loin. Le fait d'avoir des retombées financières, économiques avec la zone industrielle, ça aide. Ah ben, de toute façon, rien ne serait possible sans les ressources foncières du monde industriel. Compan ne perçoit plus de taxes d'habitation bien avant les autres, puisque nous avions, 3 ans avant la décision de l'État, mis à 0 la taxe d'habitation à Compan. Ça, c'était une volonté municipale. C'était une volonté que j'avais mis en place en expliquant que nous pourrions très bien fonctionner sans la taxe d'habitation. Le seul petit, écoutez, 3 ans avant Macron, chercher la date à laquelle il a exonéré les Français de la taxe d'habitation. On a été punis d'ailleurs, c'est l'incohérence de l'État. Nous avons été punis pour avoir mis ça en place 3 ans avant lui, puisque toutes les communes de France et de Navarre ont ce qu'on appelle une compensation financière à l'année N-1 de la taxe d'habitation qui sévissait dans la commune. Nous, comme nous étions à 0, l'État ne nous compense rien. Au lieu d'avoir pris en compte que 3 ans avant, nous avions aussi une taxe d'habitation, il s'est lavé les mains, il a mis à 0. Donc Compan n'a aucune ressource de taxe d'habitation compensée par l'État. C'est une injustice. Une de plus, il y en a tellement. Je vais citer bien d'autres éléments où Compan est sanctionné par rapport à d'autres communes parce qu'on ne prend pas le particularisme d'une commune comme la nôtre. Pourquoi ? Parce que l'État fonctionne à l'envers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va dans le mur. Le pays va dans le mur. Je vous l'annonce, nous avons des fonctionnaires de l'État et malheureusement des gens élus au plus haut niveau qui marchent à l'envers et qui ne méconnaissent totalement notre pays. Compan est dans une situation où en fait nous gérons des ressources tirées du développement économique que nous avons incité et développé. Nous vivons et nous gérons comme une commune de 17-18 000 habitants. Et nous avons des dépenses à la hauteur de ce que je suis en train de dire, puisque nos ressources sont à la hauteur. Sauf que chaque fois qu'on rencontre, pour différentes raisons, des services de l'État, on ne peut faire avancer aucun dossier parce qu'on est toujours enfermé sur un village de la Creuse de 800 habitants. Puisqu'en France, on ne compte qu'en nombre de têtes de vaches et de têtes d'habitants. C'est comme ça. Alors que Compan, c'est 6500 salariés, nuit et jour et toute l'année. On ne prend pas en compte. On prend 800 têtes d'habitants. Je le dis, on a besoin d'une grande réforme dans beaucoup de domaines au niveau national. Oui, parce que voilà, on imagine que si ça se passe comme ça pour Compan, ça se passe pour d'autres communes pareilles. Évidemment. Il faut chaque fois se battre pour expliquer que nous ne sommes pas dans des règles générales. C'est compliqué, parce que les fonctionnaires, ils ont été formés à l'école, à l'ENA et ailleurs, sur des règles générales, avec des livres, des bouquins, ils ne connaissent pas le pays. Au vu de ça, quel est l'avenir, au moins jusqu'à la fin du mandat 2026 ? Écoutez, c'est toujours chaque année, depuis mon dernier mandat. Les 2 premiers n'ont pas été simples, mais le dernier mandat,
depuis donc les élections de 2020. C'est très compliqué. Très compliqué. Nous avons des moyens, heureusement. Je me mets à la place de villages sans moyens. Parce que je m'intéresse à mon pays. Je m'intéresse aux villages. Aux petits villages privés de ressources. On est dans une situation mais lamentable. Tout est mis en œuvre pour liquider les villages de France. On s'y prend. Politiquement, l'État a reculé et a conforté un peu les villes et les villages. Mais sur le fond, sa politique financière conduit à les supprimer. Si quelqu'un ne le voit pas dans le pays, c'est qu'il n'a pas le nez dans les affaires. En agrandissant avec les intercommunalités. Les intercommunalités sont une pièce supplémentaire qui a été mise dans le millefeuille. Elles n'ont pas créé moins d'emplois, elles en ont rajouté. Sous le prétexte d'alléger le millefeuille, justement. Voilà, on l'a compliqué et on a rajouté des éléments financiers à dépenser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de fonctionnaires qu'avant. Mais l'État l'a voulu, il a mis en place quelque chose qui aujourd'hui complète le millefeuille. Et la mutualisation est tellement rendue compliquée, y compris par les normes dont nous souffrons tous, qu'il est très compliqué à faire vivre. Et il fonctionne pour les fonctions un peu, entre guillemets, régaliennes de la communauté, mais sans tout le temps. Ils sont obligés de revenir auprès des communes, parce que c'est les communes qui gèrent la proximité. Donc on voit bien que sans les communes, c'est pas possible, et que les travaux demandés à travers les compétences sont impossibles à exercer sans la présence des communes. Et donc c'est cet état de fait qui en rajoute financièrement et qui n'en élimine pas. Voilà, et je pense que pour l'instant, évidemment, on ne peut pas supprimer les communes. Supprimer les communes, je ne sais pas comment feraient les communautés. Mais et les habitants, la volonté de l'État, c'est toujours de supprimer les communes, c'est évident pour moi. Donc on voit bien la taxe d'habitation d'un côté, la réforme des valeurs mobilières, la réforme des taxes foncières, tout est en route pour supprimer le pouvoir de lever l'impôt des communes. À partir du moment où elles n'ont plus le droit de lever l'impôt, elles n'existent plus. Et elles seront à l'intérieur de quelque chose, on leur dira tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tiens je te donne ça pour faire. Tiens, je te donne ça pour faire ça. Ce qui est déjà un peu le cas. Ça a déjà beaucoup commencé, et je pense que le but c'est d'aller au bout. On laissera la commune, il y aura toujours le garde champêtre et le bourgmestre. Je vous dis ce que je ressens politiquement. Je vois bien qu'on est en train de faire des maires, des bourgmestres de demain, venir apporter la bonne nouvelle, tirer l'oreille du jeune, rappeler la faute, machin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de maires qui se font molester, agresser, voilà. Et ça sera de pire en pire, avec moins de moyens. Il faudra avoir vraiment la volonté d'être bourgmestre, je vous le dis. Il y a 15 ans, c'était différent. Ah oui. Et les élus que j'ai remplacés m'avaient dit je m'en vais parce que vraiment, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Et quand je suis arrivé, c'était autrement déjà que ce que je connais aujourd'hui. Donc je me dis, le chemin n'est pas fini, mais on est dedans, quoi. Voilà. Donc vous êtes arrivé il y a 15 ans en tant que maire, vous habitiez Compan, vous étiez déjà à Compan? Quand je suis arrivé, moi je suis venu vivre à Compan en 1993. Avant j'habitais à Joinville-le-Pont, une ville de mes aïeux. Et j'ai même été élu municipal à Joinville-le-Pont en 1978, après une invalidation de 1977. Vous étiez conseiller municipal. Alors, j'ai été élu en position non éligible. Ah. Oui, parce que c'est des listes, vous savez, des scrutins de liste. Et ceux qui sont élus sont élus. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas élus, mais qui sont élus. S'il y en a un qui meurt au champ de bataille, oui, le premier non élu redevient élu. Voilà. D'accord ? Il monte. Il monte. Et moi, j'étais le premier non élu.
Voilà, en 1978, donc j'avais 18 ans, quoi. Je me suis pas resté là, j'ai été travailler à Monaco, j'ai travaillé un peu partout dans le privé, avant de rentrer dans la fonction publique un peu plus tardivement. Vous faisiez quoi comme travail? Moi, j'ai travaillé dans les vins. J'ai fait l'école des vins à Paris et j'étais caviste des années où je m'occupais des caves, je faisais des cuvées, ce qu'on appelait, et j'ai été caviste au Prince de Galles à Paris, par exemple. Et jusqu'à Monaco, où là-bas, j'ai été plutôt économe et je gérais la cave du Grand Hôtel de Monaco. C'est sur cette expérience école professionnelle qu'en 1981, j'ai pris la décision de revenir sur Joinville-le-Pont. À l'élection de François Mitterrand? Voilà, ben oui, c'est tout à fait ça. C'est au moment de l'élection de François Mitterrand et à l'époque, la réduction du temps de travail à 39 heures. À ce moment-là, dans les services de la ville de Paris, dans les usines des eaux, ils créaient ce qu'ils appelaient les 5e équipes pour permettre de libérer le temps. Et j'ai été recruté à l'usine des eaux de Joinville-le-Pont, à la ville de Paris, sur mes connaissances professionnelles acquises dans l'école des vins et les boissons diverses, puisque évidemment j'avais connaissance de l'eau, j'avais fait de la chimie, j'avais fait beaucoup de choses. Et donc je suis rentré dans les usines des eaux par ma connaissance en vin et en spiritueux. Du vin, vous êtes passé à l'eau? Je suis passé à l'eau, j'étais goûteur de vin, je suis devenu goûteur d'eau. Et alors? C'est plus compliqué l'eau. Ah oui? Ouais. Beaucoup plus difficile de déguster l'eau que le vin. Ouais, pourquoi? Les paramètres sont beaucoup plus étroits que dans le vin, ils sont plus larges. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, pour déguster l'eau, il faut la chauffer plus fortement et faut la chauffer. Alors que le vin, on la déguste à température. Alors comment vous êtes arrivé à Compan? Eh bien, je suis arrivé en 1993, parce qu'à l'époque, à Joinville-le-Pont, mes enfants commençaient à prendre de l'âge. J'étais dans une des cités les plus populaires. Et malheureusement, déjà, je voyais beaucoup de choses gagner. Et je ne voulais pas que mes enfants vivent dans la cité. Et donc, pour cela, j'ai cherché, j'avais économisé beaucoup avec ma femme. Et donc, j'ai cherché à construire. Malheureusement, à Joinville-le-Pont, il n'y avait plus rien de constructeur, mais si il y avait encore quelque chose, ce n'était pas dans mes moyens. Et donc, j'ai eu la chance de travailler à Paris, à ce moment-là, avec un ami, un camarade, qui était... Dans une section? Non, j'étais responsable de la CGT à Paris, détaché à plein temps, pour le secteur de l'eau. Et j'ai pu rencontrer un ami, un camarade, qui lui gérait toutes les questions statutaires dans la fonction publique territoriale parisienne, et qui était élu municipal, adjoint au maire à l'époque, de Thieux, à côté, oui. Et qui s'appelait Malingre. C'était Claude Malingre. Claude Malingre, il était adjoint. Mais il avait ses idées. C'est dans les années 93 que je suis arrivé sur Compan, à l'époque, et lui m'avait un peu aiguillé en me disant, écoute, à Compan, mon père est maire, et ils sont en train de réaliser un lotissement, le dernier, vous voyez, il date de 93. Alors du coup, c'était son père qui était le maire. Le maire était le maire de Compan. Ah, de Compan, mon père. Était son père. Lui, il était adjoint au maire à Thieux, parce qu'il habite Thieux. Et c'est comme ça, après avoir visité, vu, il y avait des lots encore vides, et il m'avait dit, écoute, va le voir, il y a encore des lots à acheter. Et je suis allé, j'ai prélevé l'eau de Compan, et j'ai analysé l'eau de Compan, c'était mon défaut de l'époque. La vérification. Voilà, avant d'acheter. Et je me suis rendu compte déjà, en 1993, que l'eau de Compan était d'une excellente qualité. Très calcaire, mais excellente. Vous l'avez prise où, cette eau que vous avez testée? Je l'ai prise chez lui, chez son frère, je crois. Au robinet? Au robinet, fait un prélèvement que je faisais habituellement un peu partout, à Paris, région parisienne. Je l'ai fait chez eux comme habituellement, chimie et biologie, comment dire, pour les bactéries. Et c'est là que j'ai regardé où était prélevée, comment était fabriquée l'eau de Compan, et que je me suis rendu compte qu'elle était prélevée dans des puits hertziens sur Moussy-le-Neuf et Moussy-le-Vieux, et qu'elle était d'excellente qualité. Des puits hertziens? Des puits hertziens. Depuis 93, je la bois. J'achète jamais d'eau en bouteille. Je n'ai jamais acheté d'eau en bouteille dans ma vie.
Et elle est très très bonne. Il y a 2-3 choses à ne jamais faire. C'est quand vous prenez de l'eau du robinet, il ne faut pas la mettre dans la bouteille. D'abord, il faut prendre une bouteille en verre, c'est mieux qu'une bouteille en plastique. Bien laver. Prélever de l'eau du robinet après l'avoir laissé couler. Pas tout de suite. Pour prendre celle qui a stagné les dans bactéries les sont dans les culots des becs de cygne ou de tout ce que vous voulez. Ils sont dedans. Et en fait, ce qu'on fait, quand on prélève de l'eau, on retire le filtre, quand il y en a un, pour le retirer. On laisse couler l'eau. Et ensuite, on prélève dans une bouteille propre en verre. Sans le filtre. Mais autant pas laisser de filtre du tout. Alors. Vous pouvez le remettre après pour... Mais, je vais vous dire, le filtre... Et c'est plutôt un nid à bactéries qu'autre chose. C'est un nid à bactéries. D'accord? Donc en fait, on laisse couler l'eau et après on prélève. Et quand on a prélevé l'eau, on ne referme pas pour la mettre au frigidaire. On la laisse de côté pendant 1 heure que le chlore s'évacue. Il va s'évacuer naturellement. Il y en a qui mettaient des petits charbons aussi. C'est idiot. Ah bon? Ben oui, c'est pas la peine. On laisse le chlore s'évacuer et après on referme, on la met au robinet. Au frigo. Tout simplement. D'accord. Dorénavant, je ferai comme ça. Vous êtes un maire patient? Non. Pas comme pour le vin. Pourtant, je suis, pour certaines choses, une très grande patience. Mais en tant que maire, non. Parce que j'aime aussitôt penser, je veux voir la réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que la plupart des maires sont comme moi. Le temps, il est tellement court. 6 ans de mandat, quand vous êtes maire, vous ne le voyez pas passer. Un maire qui gère, il est toujours 1 an avant. Moi, mon agenda, il est prévu, j'ai des dates 1 an avant. Et je suis toujours en train de préparer, je dis, oh là là, ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Et forcément, nos projets, bah, c'est pareil, on les fixe sur une planification, dans le temps. Donc, forcément, on est pressé. Alors là, vous attendez quoi? Là, j'attends maintenant tous les travaux qui vont sortir de terre, puisque tous les projets que nous avions ont été, pour la plupart, dont ceux que j'avais, les clés, sont prêts. Donc maintenant, on va lancer les grands travaux dans la ville, dans différents domaines, par rapport aux projets qui ont été avancés, qui étaient sujets à acquérir des terrains, qui étaient sujets à des marchés, à des demandes de subventions. Tout ça est prêt, on est dans la dernière ligne droite des grands projets, des travaux de réalisation. Donc c'est quoi les travaux? On est en train de... les travaux de la crèche sont en cours. Ils seront finis pour une entrée des classes pour les tout petits en janvier 2024. On est en train de lancer le marché pour les travaux de voirie et de liaison douce qui vont passer avec tout l'espace de la crèche et de l'école qui vont être repris. Les travaux devraient commencer en juillet, avec des parkings qui vont être réalisés en contrebas pour permettre aux gens de pouvoir à nouveau stationner, puisqu'ils ne pourront plus le faire devant, c'est en juillet. On est en cours de réalisation de la voirie au moulin de Condé, pour permettre aux gens qui habitent là-bas de pouvoir réintégrer leur demeure dans de bonnes conditions. Tous ces travaux vont commencer en juin-juillet. Là, maintenant, là. Maintenant. Et on les a raccordés à l'eau, à l'assainissement. On est en train d'épurer le Grand Marais pour qu'il soit rendu, qu'il soit plus pollué. De la même manière, on a des travaux qui vont commencer, qui sont en route. La boulangerie-pâtisserie rue Saint-Lambert va être achevée pour une ouverture au 1er octobre. La nouvelle voirie qui longe la voie ferrée le long de la boulangerie sera finie normalement début juillet. Ce mois, enfin le mois. Oui, ce mois. Et de l'autre côté, on reprend le trottoir et la rue Saint-Lambert devant la boulangerie jusqu'au pont. Les travaux vont commencer fin juin. On est en train d'acquérir les terrains pour réaliser la nouvelle déviation du village qui va partir de la rue Saint-Lambert, du pont de chemin de fer, jusqu'à la rue de Carré, qui passe devant la maison des associations. Tous ces travaux devront être réalisés en 2024, c'est l'objectif.
Nous avons une étude que nous avons gagnée par Île-de-France Mobilité pour l'accessibilité à la gare de chaque côté avec 2 rampes d'accès. Une étude de Île-de-France Mobilité va être lancée prochainement. Il y en a pour plus de 100 000 euros. Il y a une gare à Compan, la ligne K, et qui relie la gare du Nord en 23-24 minutes, quoi. Donc elle a évidemment beaucoup d'importance, d'autant que dans le cadre du CDG Express et des problématiques qu'on rencontrera inévitablement dans le cadre des circulations du RER, la ligne K va devenir importante. Les travaux de la liaison Meaux-Roissy qui sont arrêtés actuellement par le département, nous sommes en train de réviser le PLU de Compan avec eux pour permettre la traversée de la Biberonne et rejoindre la route de Meaux, pour éviter tous les embouteillages qu'on constate de Clé-Souilly bientôt jusqu'à l'aéroport, le matin et le soir. Ces travaux devraient reprendre d'ici la fin de l'année pour un achèvement de ces travaux prévu en 2026. Ah, d'accord, qui tombe juste à la fin du mandat. Bon, à mon avis, ce sera plutôt 2027. Voilà. C'est pas moi qui ai les clés là. Mais ça nous fait beaucoup travailler. Sur réviser le PLU, il faut savoir qu'à Compan, on modifie le PLU tous les ans. Ah oui. Sans pour ça ajouter de logements. J'ai pas le droit. Voilà. Il faut savoir que la cohérence encore de l'État, c'est que dans un village bordant l'aéroport, on s'aperçoit qu'il y a des avions. C'est formidable. Nous, les Companais, on a le droit de vivre en dessous. Ça dérange personne. Par contre, en face de ma gare, j'ai pas le droit de faire de logement alors que j'ai 2 parkings immenses et qu'on a besoin de réaliser du commerce et des habitations. Voilà. Vous comprendrez ce que vous voudrez. Et j'ai le droit à 4 hectares dans le nouveau ZRIF pour construire. Je fais quoi? Je les mets où? Donc, que des problèmes comme ça à comprendre. Que des problèmes. Là, on a un dépôt de permis qui vient d'être posé à l'entrée du village pour la réalisation de 2 grandes salles des fêtes. Donc c'est vous qui l'avez déposé? Non. Alors, c'est pas moi, c'est un partenaire privé qui va les réaliser, qui a déposé le permis. Et nous aurons une salle de 600 places et une autre de 200 places qui nous amèneront à fermer notre propre salle municipale de 100 places pour en faire demain la salle du conseil municipal et la salle des mariages. Nous avons des conventions qu'on va mettre en place avec le propriétaire de façon à ce que la petite salle pour les Companais reste mutualisée à un prix raisonnable. Voilà, je pourrais citer d'autres travaux. On est en train on a repris les 2 cimetières et on est en train d'embellir dès la rentrée. On va embellir le vieux cimetière pour lui donner des titres de noblesse plus conformes aujourd'hui qu'un vieux cimetière abandonné. Pour les vieilles familles, ça a de l'importance et on y consacrera beaucoup de moyens. On peut dire aussi, le département nous refait la voirie fin juin de nuit des ronds-points de Compan jusqu'au château. Tout ça va être entièrement repris par le département, ce qui va nous donner une voirie digne de ce nom. Il y a beaucoup de travaux. Oui, pour un village de 800 toujours 800 habitants. Oui, vous savez, pour les énarques à l'Assemblée nationale, et pour les élus là-bas, 800 habitants. Les pastilles ont été oubliées, les ZRIF. Pastilles, c'est-à-dire les couleurs, les pastilles de couleur. C'est des petites pastilles qui permettent de dire vous pourrez faire votre développement économique. Feu rouge ou feu vert. Pour vous dire un peu, j'avais obtenu en 2013 2 dérogations au schéma directeur régional de 1994. 2 dérogations avant l'adoption du schéma directeur de 2014, qui me donnait la possibilité de faire mon nouveau lotissement ZAC des Deux Moulins et qui me donnait l'autorisation de développer la zone du parc. En 2013, évidemment, le ZRIF reprend les 2 dérogations que nous avions obtenues. On a tout lancé, on a acheté la moitié des terrains d'un côté, les études ont été réalisées, les accords avec l'aménageur et les
propriétaires ont été engagés. Les dérogations avaient été accordées. Bien sûr. Mais depuis 2013. En 2023, j'apprends que le SRIF n'a plus rien retenu. Pas de pastilles sur mes deux secteurs. Ils ont enlevé les pastilles. Mais ils les ont pas mis. Ils les ont pas enlevés, ils les ont pas mis. Oui, mais alors comment on a pu vous vous accorder les dérogations s'il n'y avait pas... C'est une bonne question que je vous propose d'aller poser à un autre niveau. D'accord. Pourquoi on donne des feux verts en 2013 et pourquoi en 2023, 10 ans après, alors que vous avez avancé surtout, on vous dit non, la loi ZAN. C'est la loi qui, aujourd'hui, interdit l'extension de toute artificialisation des sols. Donc en fait, les communes ne pourront plus avoir des projets d'extension de sol sur des zones agricoles. Toutes les communes de France et de Navarre sont concernées. Tous les maires font la gueule. C'est étonnant quand même, parce que les terres qui viennent du Grand Paris, elles modèlent nos paysages, y compris des terres. Non mais ça, c'est ça. Vous parlez de l'État dans l'État. Ah, ouais. D'accord ? Grand Paris, le PIF, tout ça, pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas pas concernés par les lois françaises. Ah, d'accord. D'accord ? Ok. En France, c'est comme ça. Vous avez toujours l'exception qui confirme la règle. Là, on peut. Mais surtout, faites, comme je vous dis, ne faites pas comme moi. Ouais, c'est ça la France. Moi, j'ai le droit, pas vous. Voilà. Alors que la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France doit accueillir, je dirais, le marché de Rungis. Il va le faire où ? S'il ne le fait pas à Gonesse, il le fait où ? Il le fait nulle part. Avec toute cette liste de travaux, est-ce que vous pensez ou vous sentez que c'est comme un aboutissement à votre fonction de maire au bout de 15 ans ? Non, il n'y a pas d'aboutissement au bout de 15 ans. C'est jamais fini ? Jamais fini. Je partirai, la route est engagée, elle doit se poursuivre. Tous les projets que j'ai engagés ne sont pas terminés à la date anniversaire des élections municipales. Surtout si on a un nouveau Covid, comme nous l'avons rencontré en 2020. Il faut quand même se remémorer. En 2020, j'ai été élu, comme beaucoup de maires, au premier tour. Tous ceux qui ont été élus au premier tour, nous avions réuni plus de 50% de l'électorat sur notre liste. Sinon, vous ne pouvez pas être élu. Il y avait un deuxième tour. Tous les maires qui ont été élus n'ont pas été élus. Puisqu'il a fallu attendre le mois de juin pour organiser les deuxièmes tours. Mais je n'étais pas élu tout seul. Toute mon équipe était élue, puisqu'on a tous été élus au premier tour. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre mars 2020, où on n'aurait jamais dû organiser les élections municipales, l'État n'a pas pris ses responsabilités. Il y a des maires qui en sont morts. Ils l'ont chopé en pleine élection. Bon, on oublie tout ça. Moi, jamais. En mars 2020, ces élections n'auraient pas dû avoir lieu. Enfin, on a arrêté le lundi. Il faut quand même le faire. Et donc, on aurait dû reporter ces élections municipales de 6 mois. Qu'est-ce que ça gênait ? Ça vous laisse un goût amer ? Enfin, oui, vraiment. La preuve m'a été apportée une fois de plus que nous n'avions pas des gens cohérents pour gérer le pays. Voilà ce que je pense. C'est pas une question d'histoire de couleur politique. J'ai eu un patron qui s'appelait Jacques Chirac à la ville de Paris. J'ai trouvé que c'était un bon patron. J'ai eu Bertrand Delanoë, que j'ai trouvé que c'était un bon patron. D'accord ? Non, je pense plutôt que il faut du courage politique. Quand on n'en a pas, on le paye. Mais bon, c'est pas ceux qui n'en avaient pas qui l'ont payé, c'est ceux qui ont assumé, qui sont passés pour certains ailleurs. C'est ça. Donc, il y en a quand même qui doivent... Je parle pas de criminels, qu'on comprenne bien. Je dis simplement qu'il y a des responsabilités qui n'ont pas été prises. Et on a demandé aux élus de les prendre. C'est facile. Et en même temps, on a amené tout le monde dans un entonnoir, puisque le lendemain des élections municipales, il n'y avait personne d'élu. Donc en fait, ce qu'on a demandé en organisant cette élection, c'est au maire sortant, seul,
puisque l'équipe qui était avec eux disparaissait, au maire sortant, tout seul, réélu ou pas réélu, puisqu'il y en a qui arrêtaient, mais tous, d'assumer pendant 2 mois et demi tous les problématiques rencontrées dans la ville. Covid plus, pas Covid moins, c'est ce que je veux dire. Je trouve que le pays n'a pas été capable d'assumer sa responsabilité à ce moment-là. Je ne cherche pas de responsable, je dis qu'il n'en a pas été capable. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Alors après, on a dû attendre les élections de juin pour qu'on puisse confirmer dans un vote au Conseil la répartition des mandats. Bon, il s'est passé quand même du temps. Hein. Et donc, forcément derrière, c'était juillet-août. Juillet-août, c'est pas la période. Surtout qu'en plus, les gens étaient encore cloisonnés chez eux. Hein. Ça a duré quand même un petit bout de temps, cette affaire. Qui nous ont amené, les communes, à ne plus rien organiser pendant 1 an et demi, quoi. Heureusement que j'ai des personnels, on peut dire qu'on a dans ce pays des fonctionnaires territoriaux qui sont peut-être la 3e classe des fonctionnaires en France, derrière l'État et l'hospitalière. Les fonctionnaires territoriaux, avec évidemment les fonctionnaires hospitaliers, ont assuré la continuité de l'État. Comme ça. On a assuré la continuité de l'État dans tous les domaines. Pas simplement en appelant les vieux à la maison. Il faut imaginer ce qui était organisé dans les villes pour permettre de continuer à fonctionner. Et on ne pouvait pas le faire qu'à travers du télétravail. C'était de la foutaise. Et nous avions aussi la responsabilité que nous avons assumée, c'est de fournir à nos personnels, mais plus largement à tous ceux qui bossaient encore, des moyens de se protéger qu'il n'y avait plus dans le pays. Heureusement qu'à Compan, nous avions une réserve qui n'était pas moisie, hein, contrairement à l'État, de ce que nous avions acheté, mis de côté, en pleine crise de la H1N1. Tout était dans des cartons, bien emballés, au sec, tout était prêt, j'ai tout ressorti. Et on a fourni tous les personnels de la commune qui travaillaient dans des centres de santé. Hein, oui, je me souviens. On a fourni nos médecins, les médecins d'à côté, les hospitaliers, on a fourni tout le monde. Et des paniers pour la les police habitants. Nationale, on leur portait tout. Avec on des a gels hydratants, y compris des gels de lavant, des gels hydratants. En fait, on a fonctionné pour permettre à ceux qui bossaient de pouvoir continuer à bosser, quoi. Et je me dis, mais ils veulent supprimer les communes. Ce sont les mêmes fous furieux. On imagine le drame qu'il y aurait eu si les communes avaient été supprimées. Si les maires n'avaient pas pris en charge. Si les maires n'avaient pas pris en charge et que les communes n'existaient plus. Faut imaginer. Moi, à la communauté de communes, il n'y avait plus personne. Tout le monde était en télétravail. Bah oui, les fonctions, entre guillemets, régaliennes de la commune, ils ne les ont pas. Eux, ils gèrent. Donc le maire est vraiment une personne de terrain. Mais oui, la police municipale, comme la police nationale, était sur le terrain. On n'allait pas leur dire de télétravailler. La propreté, ramasser les ordures et tout ça, j'allais pas dire à mes agents de propreté, vous télétravaillez. Le CCAS, l'organisation de tout ce qu'on avait à faire avec nos gens à domicile, nos vieux, qui n'avaient plus d'assurance d'assistance aux personnes âgées, qui en même temps avaient des aides de santé pour respirer, tout ça. Il fallait bien qu'on s'en occupe. Sinon, beaucoup sont morts. Hein. L'organisation des enterrements, comment on faisait? Il fallait bien les organiser. Même les passages à l'église. Tout ça, c'est passé par vous? Mais bien sûr, pour veiller à ce que dans les églises, il n'y ait pas plus de 40 personnes en même temps, séparées de 2 mètres, etc. Quand ils sortaient d'autres entrées au cimetière, pareil. Tout ça, c'est nous qui l'organisions. Cette fonction de maire, elle est viscérale chez vous? Je suis militant. Un militant, il est engagé de manière viscérale toute sa vie. Aujourd'hui, je suis maire. Hier, avant d'être maire, j'ai été
responsable dans la mutualité française. Et j'allais sur le terrain dans le cadre des problématiques de santé. Et avant, j'étais responsable CGT, donc j'allais sur le terrain rencontrer les agents dans le cadre de multiples problèmes. Et c'est un engagement humain, maire, comme les autres, comme d'autres. Et donc, si on n'est pas, si on n'a pas le sens, je le dis, si on n'a pas le sens de l'engagement humain, avec tout ce que cela comporte, faut pas tenter d'être maire. Vous regrettez pas? Ah non, 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 mais il ne faut pas, parce que très vite, on sera acculé. Ça ne se règle pas par Internet, maire. Même on peut être le meilleur du monde numériquement. Maire, ça ne se règle pas comme ça. Donc 2026. Oui. 2026, eh ben, j'aurai 66 ans. La retraite est à 64 ans. Pas favorable, vous l'avez compris, devant le fronton de la mairie, c'est écrit. J'espère qu'un gouvernement remettra les choses en bonne et due forme et que la retraite à 60 ans redeviendra au goût du jour. Ça se fera un jour, quand j'en sais rien. Vous savez, il y a 2 personnes dans ma vie qui m'ont appris la politique. C'est De Gaulle et Jacques Chirac. Vous voyez ? De Gaulle a dit un jour, dans les années 46, 47, les nationalisations d'aujourd'hui sont définitives et ne seront plus jamais à remettre en cause, parce qu'elles sont essentielles pour la nation française. En 86, il y a un homme, qui était mon patron, qui a expliqué à tout le monde que les privatisations de l'époque étaient rendues nécessaires, que c'était une chance pour la France, et qu'elles étaient définitives, et qu'elles seraient marquées définitivement dans le marbre. J'ai appris ce jour-là... Que rien n'est définitif. Vous avez réponse. Voilà. Que rien n'est écrit, rien n'est dans le marbre, que tout se construit au jour le jour. Et tout peut se défaire et... Tout se fait, tout se défait au jour le jour, à partir du moment où des gens ont le pouvoir pour le faire. Donc vous êtes plein d'espoir alors. Mais je suis militant. Un militant qui n'est pas plein d'espoir, il fait autre chose, il va à la pêche. Mais Et il faut de l'espoir pour aller à la pêche. Je suis pêcheur.